Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Guacamolesque de Beta Publisher. Cet épisode est issu d'une conférence donnée le 21 juillet 2023 lors de la soirée des livres la nuit organisée à Salon de Provence. Plongez avec Sabine Lauré et David Gruson dans les méandres de l'intelligence artificielle et son rapport de plus en plus débattu au monde du livre et à la littérature. Donc on va commencer, et puis tant pis pour les retardataires, si retardataires il y a. On se rencontre ce soir avec David Gruson. Donc la meilleure chose à faire, j'imagine, c'est de le présenter. Donc David a signé 3 romans chez Beta Publisher. Bon, j'en ai 2 là, mais donc le 3e est disponible sur les tables. Et avant ça, David a été conseiller du Premier ministre, chargé de la santé et directeur général du CHU de La Réunion. Je le dis parce que comme je suis réunionnaise, voilà, c'est un peu chauvin, mais c'est pas grave. David est énarque, docteur en droit médical. C'est bon. Ça va, mais ne rougis pas, c'est pas grave. Et spécialiste, donc reconnu de la politique publique dans le domaine de politique publique de santé. Et engagé dans l'intelligence artificielle maintenant depuis quelques années. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que l'IA? Déjà, Sabine, merci de l'invitation. Merci à tous. Vous m'entendez bien si je parle comme ça? Pardon, je suis un peu enrhumé. Donc moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse au sujet. J'avais commencé par faire un BEA de tech sur l'algorithmique appliqué à la santé. Et Beta Publisher a relayé cet intérêt pour l'IA dans la fiction sous un angle un peu particulier, qui est l'interaction entre IA et épidémie, et qui est un peu le thème central de la trilogie, à un moment où le sujet était peut-être un peu loin de nous. Et là, on mesure, en ce mois de juillet 2023, que le sujet il est très près de nous, très présent. Et donc pour répondre directement à ta question, qu'est-ce que c'est l'IA? En fait, c'est un outil qui est un outil informatique à base d'algorithmes. Un algorithme, en fait, c'est une matrice décisionnelle. Ce sont des outils qui vont nous aider à répondre à des questions, à prendre des décisions ou à nous conseiller un certain nombre de décisions. Et vous en avez, en fait, pour résumer, de 2 catégories, ce qu'on pourrait appeler l'IA statique, dont les principes ont été posés dans les années 45-50 par des grands scientifiques que vous connaissez, Alan Turing, qui avait cassé le code Enigma des nazis, Marvin Minsky. Donc l'IA statique, celle qui va toujours apporter les mêmes réponses aux questions qu'on lui pose. Et puis, depuis la fin des années 80, vous voyez, c'est pas tout récent, l'IA évolutive, l'IA auto-apprenante, celle qui va produire une meilleure version d'elle-même, plus on lui injecte de données. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Et aujourd'hui, en 2023, on vit donc il y a eu plusieurs formes d'IA évolutive, d'IA apprenante. Le machine learning, les réseaux d'algorithmes d'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning, et ce que l'on connaît depuis ces 6 derniers mois, l'IA évolutive, l'IA générative de ChatGPT, qui en fait va avoir des capacités de calcul et d'apprentissage démultipliées, mais qui est une sous-catégorie de l'IA évolutive, avec une différence qui est importante, c'est que c'est une IA capable de produire de l'IA. Pour pouvoir répondre aux questions qu'on lui pose, ChatGPT peut développer lui-même des programmes informatiques. Et donc on est là dans un moment où, en fait, pour te dire le réel des choses, dans Sarah, quand j'avais écrit le premier tome, l'IA qui gère la crise épidémique, et finalement c'est une forme de super agent conversationnel, de super ChatGPT, qui est capable de produire un vaccin. Pour autant, donc j'ai écrit le livre entre 2015 et 2017, à aucun moment j'aurais pensé qu'un objet aussi évolué que ChatGPT aurait cette puissance de diffusion mi-2023. Et donc le réel de l'IA en général,
et de l'IA en santé en particulier, c'est qu'on a globalement une progression très forte ces dernières années, qui n'est pas une progression homogène. Il y a des domaines qui avancent pas très vite, des domaines qui avancent plutôt vite en santé, tout ce qui est à base d'images, la radiologie, la dermatologie. Et puis vous avez des domaines de rupture majeure. Et là, ce que l'on vit en ce moment, il faut bien le réaliser, l'IA générative est une rupture majeure où le réel dépasse la fiction. Alors si on suit les avancées de l'IA en matière de littérature, qu'est-ce qu'il en est, David ? Alors en fait, IA et littérature, on peut prendre le sujet un peu sous deux angles. Il y a un premier angle que j'évoque rapidement, parce que là pour moi on n'est pas dans la littérature, mais c'est peut-être une conception que l'on considérera comme périmée dans quelques mois ou quelques années. C'est que vous avez aujourd'hui, dans ce moment de révolution de l'IA générative, des programmes d'IA capables de produire des livres. Et qu'ils le font même plutôt très bien. Quand vous regardez les panels d'ouvrages qui ont été produits par IA, vous avez même des concours où on va aller interroger des jurys littéraires, où on demande à des auteurs humains et à des programmes d'IA génératifs d'aller écrire des ouvrages, des histoires sur des thématiques qui leur sont données. Et parfois l'IA dépasse en qualité d'écriture l'écrivain humain. Pour autant, pour moi, on n'est pas dans le travail d'écriture, on n'est pas dans la littérature, parce que précisément, on est plutôt dans ce qu'on pourrait appeler de la publication, c'est-à-dire l'acte de produire un texte en réponse à une commande. Et il faut bien que vous réalisiez qu'aujourd'hui, alors qu'on n'en est qu'au début du processus, l'IA générative, type ChatGPT, a déjà montré un potentiel de production en publication qui est tout à fait majeur. Donc, il va falloir sans doute pour nous être plus spécifique et se dire que si ça n'est pas de la littérature, qu'est-ce que c'est la littérature ? Et je pense qu'on arrive finalement à qualifier ce que c'est l'humain. C'est pas simplement publier, c'est amener une réflexion, amener un vécu, amener ce qu'on pourrait appeler une vibration, un ressenti, de l'affect, de l'émotionnel, une certaine forme de charge. Et d'une certaine manière, là où on va avoir à qualifier l'exercice, de la même manière qu'on sera amené à qualifier d'autres activités humaines, quel est le gradient d'humain ? Et puis après, je tranche une frontière peut-être un peu nette, mais dans l'absolu, ce qui doit nous rassurer, parce que je pense, je suis plutôt sur ce sujet-là assez optimiste. Je fais confiance au lecteur. Ouais. Parce que pour le lecteur, le fait que le produit qu'il va avoir à lire, quand il veut faire un exercice de lecture, d'évasion, il voudra avoir accès à l'original. Quand il s'agira d'un mémoire professionnel, une documentation technique ou quelque chose que l'on doit produire dans des activités moins engageantes à titre effectif ou à titre affectif ou émotionnel, là on pourra s'en référer à la machine. Mais quand il s'agit là, d'un moment de convivialité très chouette comme ce soir, il y a le contact avec l'auteur, le projet humain, et ça n'a pas de prix. Après, pour prendre un cran de recul, on peut se dire aussi que dès aujourd'hui, dans la littérature, il y a déjà un peu d'IA. Quand on tape sur Word un texte, vous voyez, aujourd'hui, l'exercice d'écrire un livre est beaucoup plus automatisé qu'il ne l'était il y a 100 ans, où avec le style, la plume, vous voyez, le traitement de texte permet de reraturer, recorriger, en partie reformuler, aider à corriger de la syntaxe, de l'orthographe. Donc là, on est sans doute encore dans la création humaine. Quand j'écris mes livres sur l'ordinateur, j'ai l'impression d'être encore en création humaine, mais il y a quand même un médium informatique. Donc vous voyez, et je pense que demain, on pourra rester quand même dans le registre de l'écriture humaine avec des éléments d'assistance par IA sur certains domaines. Et par exemple, dans le domaine de l'illustration, il y aura sans doute des choses qui seront la mise en image, des choses qui seront peut-être de manière un peu plus automatisée.
Et alors, dans ta question, il y a un autre aspect du sujet, Oui. qui est que, pour moi, l'IA qui écrit des livres, c'est pas de la littérature. En revanche, il y a toute une littérature sur l'IA. Et en fait, qui remonte à des choses en fait très anciennes, depuis les traditions du golem. Mais le premier livre vraiment sur l'IA, c'est un bouquin de L'Île Adam de 1886 qui s'appelle L'Ève future. Et en fait, la vraie entrée de l'IA, des robots dans la fiction, c'est précisément avec la pièce de Karel Čapek qui s'appelle RUR. Donc, c'est lui, Karel Čapek, qui est un dramaturge tchèque qui invente le mot robot. C'est un mot de fiction, robot. Robota en tchèque, ça veut dire labeur. Alors que si on voulait désigner l'objet d'un point de vue plus scientifique, il faudrait parler de mécatronique, de mécanique électronique. Et donc, il y a un genre littéraire sur l'IA qui apparaît à partir de Čapek, s'exprime avec force dans les ouvrages d'Asimov que vous connaissez sur les lois de la robotique. Frank Herbert, qui est l'auteur de Dune, oui. Que vous connaissez, on l'a un peu oublié, mais a écrit un ouvrage sur l'IA, vraiment, c'est le premier Herbert à imaginer l'IA sous une forme non corporelle. D'accord. C'est un livre qui s'appelle Destination Void, qui mérite d'être relu aujourd'hui, qui est sans doute pas son plus grand livre, mais c'est le premier à penser l'IA comme un objet non corporel. Et l'ordinateur HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace, vient sans doute assez directement d'Herbert. Donc la manière dont la littérature pense l'IA est intéressante, puisqu'en fait, dans la période la plus récente, l'IA, enfin la période qu'on pourrait dire, allez, années 70 jusqu'au début des années 2000, c'est plutôt la matière filmique qui a pris le pas sur la matière littéraire dans la façon de réfléchir autour de l'IA, autour des robots. Et d'ailleurs, vous connaissez Philippe K. Dick, qui est un grand romancier, et qui a écrit c'est plus une nouvelle qu'un roman, qui s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Le titre est un peu dingue. Et en fait, cette brochure de Philippe K. Dick, c'est le vrai livret de Blade Runner. Mais en fait, vous voyez, l'objet Blade Runner a en impact surpassé le livre lui-même. Donc il y a une phase comme ça, Blade Runner, Terminator, la collection des Matrix, où l'IA est devenue plus un objet de film que de livre. Et puis là, nous voici maintenant arrivés au tournant, on va dire, des années 2010-2020, et où il y a dans le réel un rebond de l'IA, avec une nouvelle phase de cas applicatifs qui arrive, et on est dans un moment où là c'est plutôt la matière littéraire qui revient, avec des objets. D'ailleurs, si vous voulez creuser le sujet, je vous renvoie aux travaux d'Alexandre Geffen, j'écris G-E-F-E-N, qui mène un projet pour le CNRS sur l'IA dans la fiction, l'IA dans la littérature. Et il m'a fait l'amitié de décerner le prix du CNRS à la trilogie de Sarah et Tuer Camus, où il analyse très précisément, vous voyez, ces effets d'aller-retour entre la matière filmique et les livres. Et aujourd'hui, l'IA est entrée dans le réel, et ce qui est là pour moi un peu plus particulier, c'est que j'ai plus tellement l'impression d'avoir été un auteur de fiction en écrivant ça. C'est-à-dire, c'est une expérience très particulière d'avoir écrit une fiction qui était à ce point rattrapée par le réel, jusqu'à ses incarnations technologiques mais aussi physiques. Dans le premier tome, j'écris une épidémie qui se passe dans Paris, avec un Paris confiné, une IA qui produit un vaccin. Donc il y a eu comme ça des résonances très curieuses dans le monde réel. J'ai entendu ce matin qu'aux États-Unis, des journaux vont faire appel à l'IA pour écrire des articles, mais que ce sera toujours sous contrôle d'un journaliste, parce que tout journaliste doit vérifier ses sources. Ouais. Alors ça, c'est ce qu'on traite avec Hélène, qui est là.
qui, en dehors de partager ma vie, travaille avec moi dans Ethic IA, qui en fait est une initiative qui a été déclenchée il y a 6 ans pour porter la notion de garantie humaine, de contrôle humain. Et la notion de garantie humaine vient du premier tome de ça. En fait, il faut que je réponds à ta question, mais il faut que je vous explique ça sur ce que la fiction peut apporter au réel et à quel point, si la fiction peut être un exercice parfois un peu, ou l'écriture peut être un exercice un peu solitaire, la manière dont elle interagit dans le réel est vraiment nécessairement collectif. Quand j'écris Sarah, donc c'est une IA qui répond à une épidémie, qui fabrique un vaccin. Donc, le livre est écrit entre 2015 et 2017. À ce moment-là, j'imagine pas qu'une IA puisse produire un vaccin avant 2030 ou 2040. Donc je me dis en fait c'est arrivé en 2019. Et donc, mais à l'époque, quand j'écris le livre, donc entre 2015 et 2017, je me dis pour rendre crédible l'objet, il faut que l'IA ait un mécanisme de blocage, un dispositif un peu de surveillance, donc je cherche un mot. Et je dis il faut qu'elle ait un garant humain. Et donc dans le livre, ça prend la forme d'un médecin, en fait de 2 médecins, parce qu'il leur arrive des péripéties. Donc, ils ont des vies personnelles un peu complexes. Mais ce sont les garants humains de l'IA. Et donc avec l'équipe qui travaille dans le collectif d'Ethic IA, je montre à quelques amis, collègues le manuscrit de Sarah, et ils me disent mais ton idée de garantie humaine, ça vaut plus qu'une astuce de polar ou qu'un concept de fiction. Ça peut être intéressant de le travailler sur le terrain académique, sur le terrain du droit, sur le terrain de la régulation éthique de l'IA. Et donc cette notion de garantie humaine, elle a été par ce travail collectif exportée dans le monde réel. C'est devenu un principe de droit en France dans la loi de bioéthique de 2021 et le mois dernier, la garantie humaine est devenue le principe central du règlement européen sur l'IA qui s'appliquera à tous les systèmes d'IA en 2025 en Europe. Donc évidemment, l'idée qu'il faut contrôler humainement les machines ne vient pas que de Sarah. En revanche, la transcription juridique dans la loi française et dans le règlement européen sur l'IA est la conséquence directe du travail collectif qui a été fait à partir de livres. Et donc il y a là, vous voyez, quelque chose qui doit beaucoup à la fiction et à l'exercice d'anticipation, même si je précise là devant vous très très fortement qu'à aucun moment en écrivant les livres, j'ai eu d'intention, vous voyez, de démontrer quelque chose, ou de moraliser, ou d'atteindre un objectif. Non, c'était pour moi un exercice d'écriture, de fictionnalisation qui n'avait pas d'autre but que me faire plaisir, traiter un sujet, essayer de me confronter à des questions. Mais il y a eu cet impact dans le réel. Alors, tu as évoqué le mot éthique. Ouais. Donc, si on parle éthique, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, mais on parle des dangers de l'IA, on parle des dérives de l'IA, on parle de quelque chose qu'on ne pourrait pas maîtriser. Tu as commencé à nous en parler. Donc, par exemple, en littérature, si une IA donc, produit un texte, on parlera certainement de droit d'auteur, puisque l'IA se nourrit de ce qui existe déjà. Donc, quels sont les champs d'application à travailler, à surveiller quel est le rôle de l'éthique? Ouais. Ben, vous voyez, concrètement, sur la garantie humaine de l'IA, la manière dont elle s'appliquera sur la production d'œuvres littéraires, eh bien, elle imposera à l'auteur du texte ou au système informatique qui portera le dispositif d'IA produisant le texte d'apporter une mention selon laquelle le document a été produit par une IA ou avec le concours d'une IA. Et avec un régime de sanctions qui est lourd, puisque quand on est dans des domaines sensibles comme le champ de la santé, l'absence de contrôle humain du système d'IA et l'absence de mention de ce contrôle humain exposera le concepteur à des sanctions équivalentes à 4 à 6% de son chiffre d'affaires mondial. Comme vous voyez, le règlement général sur la protection des données. Alors après, il faut être lucide, c'est le cadre européen. Et l'éthique de l'IA n'est pas qu'européenne. Déjà, si ça s'applique en Europe, c'est bien.
Mais évidemment, le risque, il est qu'on ait une approche éthique maximaliste ici, et qu'après ça fuit de partout sur d'autres sujets. Et là, en fait, ce que l'on vit en ce moment, si je vous renvoie à un autre texte, qui n'est pas un texte spécifique sur l'IA, mais qui est pour moi, dans la matière qui nous occupe, le texte majeur, c'est un ouvrage de 1978. Alors là, le nom d'auteur est un peu compliqué, mais le titre de l'ouvrage est très simple, ça s'appelle « La réalité de la réalité ». C'est un ouvrage de Paul Watzlawick, W-A-T-Z-L-A-W-I-C-K. Ça rapporte beaucoup. Un mot contre triple. Voilà. Mais donc en fait, Watzlawick, c'est un analyste informatique, mais c'est aussi un psychothérapeute de l'école rogérienne, et qui en fait analyse les interactions cognitives homme-machine. Et quand il écrit son texte, Watzlawick en 1978, il émet à l'époque du téléphone une thèse qui est complètement vertigineuse. Il dit il y a un degré d'accumulation d'informations dans la société contemporaine, au-delà duquel finalement on a accumulé tellement d'informations que cette surabondance d'infos finit par brouiller notre capacité à percevoir le réel lui-même. Il dit finalement, est-ce que dans ce fatras, cette surintensité d'informations, est-ce qu'on est encore capable de voir le réel du réel? Et là, quand on se met dans le monde de ChatGPT, de l'IA générative, des textes produits par la machine, où est le réel du réel? Qui me dit, qui me parle? Est-ce que quand je pose des questions médicales sur une interface conversationnelle, est-ce que j'ai un professionnel de santé en ligne? Est-ce que le texte que je lis a été écrit par un humain ou par une machine? Vous voyez, on est dans le monde de Watzlawick. Et pour répondre pour aller au bout de ma pensée, la dérive éthique, tu vois, elle est moins dans la machine que chez nous. Parce que les principaux demandeurs de ces contenus, d'une certaine manière non contrôlés, non supervisés, c'est nous. Parce qu'on va droit au but, on est, voyez, on est expédient dans ce qu'on demande. Donc exiger le contrôle humain, ça va être un effort. Mais il y a un vrai enjeu d'humanité. Et là, on voit que il faut pas noircir le tableau. Il faut s'ouvrir à l'IA, elle amène des choses, des potentiels extraordinaires dans toute une série d'activités économiques, sociales, en santé, c'est considérable. Les augmentations de capacités diagnostiques, les progrès de la génomique permis par l'IA. Néanmoins, le risque de dérive est tout à fait massif également. Et donc vous voyez, il y a un parallèle qu'Elon Musk a fait, où il avait dit il y a quelques années, l'IA c'est la bombe atomique du 21e siècle. Et donc là, au moment où sort Oppenheimer, que je vous invite à aller voir, effectivement, Elon Musk, quand il avait posé ça, je suis pas sûr qu'il était allé forcément au bout du thème. Parce que on est sur des plans de coupe très différents, c'est pas les mêmes objets, que l'IA peut être utilisée à des fins militaires, mais au moment où on se parle, elle ne l'est pas encore massivement, en tout cas pas avec le même potentiel de destruction évidemment que l'arme nucléaire. Mais pour moi, il y a quelque chose d'important à voir. D'ailleurs, si vous vous intéressez au thème de la bombe atomique, en plus d'Oppenheimer, je vous incite à voir la série. C'est une série qui est sortie il y a quelques années, qui est passée assez inaperçue, qui s'appelle Manhattan. C'est le même thème, qui raconte la conception de la bombe atomique et l'effet de segmentation des équipes qui l'ont fabriquée et qui, en fait, quand ils fabriquaient les différentes composantes de la bombe, aucune de ces équipes n'avait la vue globale du projet. Et ils ont acquis la vue globale du projet le jour du premier test, quand la bombe était là. Et quand la bombe était là, le monde avait radicalement changé. Et donc du coup, on est un peu, vous voyez, sur l'IA, c'est là où le parallèle qu'établissait peut-être un peu, de manière un peu gauche, Musk a du sens. C'est de se dire que le monde de l'IA sans contrôle humain, diffusé partout, générant nos contenus et d'une certaine manière autonome dans le pilotage d'un certain nombre de fonctions essentielles, ne sera pas le même monde que le monde que l'on connaît aujourd'hui. Et il faut le réaliser maintenant.
Ça veut dire qu'il faut mettre en place les mécanismes de supervision dès à présent parce que on l'affrontera hein, s'il faut, mais ce monde-là, je pense pour mes enfants que c'est pas un service à leur rendre que de leur laisser. Est-ce qu'on peut dire que, en fait, ce n'est pas l'IA qui peut être dangereuse en littérature, mais c'est l'homme qui s'en sert, qui la rend dangereuse? Oui, alors là aussi, il faut pas, bonsoir. Il faut pas attribuer à l'IA plus de tort qu'elle n'en a. Vous voyez, l'idée d'avoir des expédients ou des fraudes en création littéraire, c'est vieux comme le monde. Hein. Le plagiat, le pompage. Là, l'IA donne pour un auteur un peu paresseux des moyens juste démultipliés de faire ça. Donc du coup, ouais, moi je te redis, s'il y a un domaine sur lequel on y a, je suis plutôt positif, c'est sur cette partie création de matériaux pseudo-littéraires. Je pense que les lecteurs voudront faire la différence et que peut-être demain vous aurez des labels qualité qui apparaîtront sur les couvertures de livres, produits par humains, produits sans IA, avec un tampon, et que bien sûr le lecteur voudra ça, parce que je crois vraiment... Alors peut-être que ça se perdra en partie, hein, peut-être que vous aurez une génération nouvelle un peu plus pressée qui absorbera du contenu de ce type-là, et je crois beaucoup par le médium du livre, à la conversation implicite qu'il y a entre l'auteur et le lecteur, qui est très riche en fait, qui est très riche. Alors, si une IA est capable de produire donc un document, oui, qu'on peut qualifier de essai, roman, poésie, puisque l'IA se nourrit de tout ce qui est produit, on peut facilement produire le pas que une personne qui utilise une IA pour produire un document sera forcément plagiée, puisque une fois que c'est produit, l'IA se nourrira à nouveau de cette production. Oui, le document est devenu un objet beaucoup plus plastique, beaucoup plus transportable, beaucoup plus exportable. Et donc du coup, ça veut dire que la matière du document devient un espace beaucoup plus fluide. D'ailleurs, qui est mais ça c'est pas non plus tout à fait nouveau, mais là l'IA générative met ça sur une autre échelle, qui est à la croisée exacte du monde du numérique et du monde physique. Et d'ailleurs, dans Sarah, dès le premier tome en 2018, on avait fait un peu l'expérience avec Camille, qui est l'éditrice, qui en fait on a prolongé le livre par des contenus numériques et on a injecté dans le texte des éléments de code numérique. Vous voyez un peu, on dit, comme pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo, un peu des easter eggs qui sont dans le livre, avec des QR codes, des éléments de contenu complémentaires, pour précisément induire, mais à l'époque c'était plutôt, vous voyez, une intention, je mets le mot artistique, de dire qui était l'intention du brouillage, très directement de Václavic. Le brouillage de la surabondance d'infos, vous savez plus vraiment où vous êtes, est-ce qu'on est dans un livre ou dans un objet numérique, les deux se croisent. Et donc là, ce qui était une intention artistique devient notre réalité d'aujourd'hui. Un document, il est à la fois quelque part mais nulle part. Et donc c'est pour ça que le contenu original produit par un humain, le travail d'un auteur, je pense que non seulement il ne va pas être dévalorisé, mais il aura d'autant plus de valeur qu'il est produit de A à Z. Et vous voyez, dans cette trilogie, pour moi, chacun des livres correspond un peu à un moment de ce parcours qui est singulier, qui est bizarre. Le premier tome, c'est 2018. J'étais DG du CHU de La Réunion entre 2014 et 2015. On avait eu à gérer une suspicion de cas d'Ebola très compliquée, donc ça fait 20 ans que je travaille sur l'IA, et donc je me suis demandé, a posteriori de la crise, est-ce que ça aurait été mieux géré par une IA plutôt que par le ministère de la Santé? Ça, vous voyez le sujet. Et donc ça a donné la matière du livre qui a été publié mi-2018 et qui a été rattrapé par le Covid. Parce que vous voyez, la résonance est bizarre, quoi. Parce que j'imaginais dans le premier tome, vous voyez évidemment le géant du numérique qui nous oppresse.
Et donc là, le géant du numérique dans le livre s'appelle Pangolink. Et son symbole, c'est un pangolin. On a même fait une fausse pub avec un pangolin. Alors d'où ça vient, hein, j'ai pensé au panoptique de Bentham, vous voyez le mot pan, sur la surveillance totalitaire. Link, c'est le lien numérique, et Go, c'est le mouvement informationnel. Donc j'avais mes 3 syllabes, pan, go, link, je l'ai formé, et donc ça a donné ce mot. Et Camille a fait une fausse pub avec un design de pangolin. Et donc dans le livre, Paris est confiné, et l'IA fabrique un vaccin. Donc on fait le premier tome, qui paraît en juin 2018, qui marche bien, hein, avant même le Covid. Et j'étais pas dans l'intention d'en écrire un deuxième, au départ. Et c'est pas. Alors j'essaie d'être prudent, hein, parce que avec cette histoire, il faut faire gaffe à pas faire de la construction rétrospective. Mais donc là, on est Noël 2018, janvier, Noël 2018, Nouvel An 2019. Et donc du coup, donc dans le livre, vous avez la conceptrice du système d'IA qui s'appelle Mélusine, qui est une médecin générale des services de renseignement, des services des armées, qui conçoit l'IA Sarah. Et en fait, qui a eu dans son parcours de vie, sa petite fille de 7 ans est morte d'une leucémie. Et en fait, c'était pour elle un événement traumatique qui fait qu'elle se lance à fond, à corps perdu, dans le projet de fabrication de son système, qui lui échappe. C'est aussi classique de la littérature en IA. Et donc, à Noël de 2018, je me dis, t'es passé à côté d'un truc où où peut-être je m'étais ouvert à moi-même la voie, je ne saurais pas le dire, en tout cas qu'il y avait quelque chose de plus profond à creuser sur le trinôme entre la conceptrice de l'IA et la petite fille disparue. Donc ce triangle-là, c'est le cœur du deuxième tome. Donc l'épidémie n'est pas maîtrisée, je ne vous spoil pas le truc. Et en écrivant ce livre tout au long de l'année 2019, j'ai eu vraiment un sentiment, alors il est un peu plus sombre que le premier, il y a encore un peu des traces d'humour à quelques moments, mais j'ai ressenti tout au long de l'année une pesanteur, à la fois une pesanteur et un sentiment d'urgence. Et donc je fais le BAT, donc le bon à tirer, que j'envoie à Camille. Et le BAT, je lui envoie la deuxième semaine de janvier 2020. Et là, je vois les premières dépêches AFP sur le coronavirus. Je lui dis, attends, il se passe un truc. Et donc je lui demande ce qui est très rare pour une éditrice. Je lui demande un délai de 3 semaines sur le BAT, le temps de voir comment ça bouge. Et donc on se laisse 3 semaines. J'ai le temps d'injecter dans le tome 2 2-3 références au Covid de ce que j'imagine allait être la suite de la courbe. Et on met le BAT définitif. Et là on est dans les locaux de Beta Publisher que tu connais à côté de Saint-Lazare. Le vrai de vrai, hein, le samedi du jour où Édouard Philippe a annoncé la fermeture des restos, quoi. Ouais. Et donc au moment où on fait ça, vous voyez, j'ai un sentiment de devenir un personnage de mes bouquins, un peu comme Alice qui passe de l'autre côté du miroir, c'était vraiment ça. Et ça a été ça pendant 2 ans. Et donc du coup, alors moi évidemment il y a aucune comparaison, moi je fais pas de comparaison du tout, mais dans la référence insurpassable de la littérature épidémique, c'est évidemment La Peste de Camus qui m'a été mon livre majeur. Et il y a eu pendant le Covid tout un revival autour de La Peste. La presse qui s'est intéressée aux 2 tomes de Sarah, parce que le livre a bien marché en 2018, puis après 2020, c'est prophétique, c'est visionnaire, vous aviez tout prévu. Je dis non, pas du tout, c'est pas du tout un travail d'anticipation, hein. C'était pour moi une réaction à ce que j'avais vécu à La Réunion. Et là, c'est une vraie différence par rapport à Camus, parce que quand Camus écrit La Peste, il écrit La Peste, rendez-vous compte, entre 1940 et 1943. Et il se met à sa table de travail en disant voilà, je vais imaginer ce qui se passerait s'il y avait une peste en Algérie. C'est un vrai travail d'analyste de son monde contemporain, d'anticipation, ce qui n'était pas mon cas. Et donc du coup, comme la presse faisait le parallèle entre La Peste et Sarah, ça m'a donné l'idée. Alors c'est très évidemment un peu présomptueux, mais je m'étais dit qu'au 3e tome, il fallait que je lâche les chevaux vraiment.
Vous avez dans le deuxième tome, alors quand Camille m'a dit il faut que tu écrives la suite, alors j'ai envoyé la trame, j'avais dit ok, mais tu me laisses y mettre une dimension un peu plus foutraque que dans le premier. Donc vous avez dans le deuxième, je voulais faire un peu une anthologie de littérature de science-fiction. Vous avez l'épidémie, l'IA, des zombies, vous avez une machine à remonter dans le temps, mais c'est cohérent, je vous assure. Et donc du coup, à travers le biais ou la ligne de fuite de l'accélérateur de particules et de la machine à remonter dans le temps, je me suis dit, t'as un truc, et donc ça a donné la matière de Tuer Camus, qui est sorti là il y a quelques mois, et qui... Il y a un an déjà. Ouais, il y a un an, et qui en fait décrit la rencontre en 1940 entre l'IA qui vient du futur et qui est confrontée à l'humanité qui s'éteint, et qui va aller voir le jeune Albert Camus au moment où il va poser les premières lettres de la peste pour lui poser la question de est-ce qu'il faut les sauver. Je suis l'IA, je suis omnipotente, je peux tout faire, possiblement je peux le faire, je peux peut-être les sauver, mais je le ferai pas toute seule, il faut que quelqu'un m'en donne l'ordre. Donc je viens de voir toi parce que tu es Albert Camus, et que tu vas écrire la peste et que tu vas devenir un des plus grands philosophes, et je viens te voir avant que tu le fasses, parce que c'est là où il faut trouver ta vibration originelle. Donc ça se passe sur une nuit, la nuit du 11 au 12 novembre 1940, et donc l'IA vient chez Albert Camus, et alors elle le ménage pas, hein, elle emprunte plusieurs formes, elle le secoue pour finalement arriver à lui faire répondre à cette question qui est pour moi la question majeure, qui d'ailleurs la mi-2023 prend post-Covid et post-ChatGPT un sens réel, c'est est-ce qu'on privilégie la liberté ou la survie? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Donc voilà, c'est un cheminement quand même assez particulier. Donc Sabine m'a déjà entendu dire ça. La particularité de ce cheminement fait que je me demande toujours, même si j'ai écrit 3 bouquins, si je suis un écrivain. Je pense que j'ai été, à vrai dire, plus le médium. Alors oui, en utilisant le mot, je me dis qu'il a une polysémie. Mais là, j'utilise le mot médium au sens vecteur. Le vecteur de quelque chose. En tout cas, le livre a produit des impacts dans le monde réel, pour le meilleur, pour le pire. Et la dernière expérience que je vous partage, très curieuse, hein, Camille a fait la directrice de Beta Publisher, a fait un partenariat avec une jolie boîte de livres audio. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté des livres audio. Et donc c'est une boîte qui s'appelle Saga, qui est un des leaders du livre audio, et qui a adapté en livre audio le tome 1 et le tome 2 de Sarah. Franchement, je m'en suis pas du tout occupé. Elle m'a dit voilà, est-ce que tu es d'accord pour l'adaptation? Ok, mais j'ai pas le temps de piloter le projet. Pas de problème, ils prennent tout en main. Et donc je n'ai eu la version audio du livre que une semaine avant sa sortie. Et donc du coup je prends le fichier et je pars courir. Et vous voyez, je voulais écouter le truc en me disant juste pour m'assurer que c'était pas trop pourri, quoi. Et en fait j'écoute le truc, et non seulement c'est pas pourri, mais la comédienne qui a pris le texte a fait un travail d'interprétation mais colossal. Vous voyez, le premier livre ça doit être 8 heures, le deuxième livre c'est 12 heures de lecture, et elle le fait, vous regarderez, elle arrive à restituer par la voix une matière qui est la matière de Sarah. Elle est très visuelle, elle est très graphique, et elle arrive à le restituer remarquablement. Et donc ça c'était le premier effet un peu vertigineux, et le deuxième effet, donc là les livres audio sont sortis en janvier et février de cette année, donc en plein buzz ChatGPT,
Et j'avais le sentiment, en écoutant le premier livre, que c'était plus mon texte. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, que le monde qui était décrit par cette voix, c'est le monde de 2023. Et que le monde de Sarah, c'est déjà le nôtre, avec tout ce qu'il comporte de dérives, de potentiel. Et que finalement, la responsabilité, elle est collective, elle est majeure de faire réussir cette garantie humaine, ce contrôle humain de l'IA. Alors je vais conclure en disant que même si David ne pense pas, c'est un écrivain. J'ai découvert donc Sarah, je l'ai lu au tout début du mois de février 2020. Et en le refermant, un dimanche soir, le lundi matin, je prends ma voiture et j'écoute les informations et j'entends ce qui se passe en Italie avec 200 morts, 300 morts. Et je me dis, mais ce livre que je viens de lire, c'est bizarre. Comme quoi, donc quelquefois, la fiction rejoint la réalité. Ou la réalité, elle fait partie de la fiction. C'est à vous de le savoir. Donc si vous voulez découvrir Sarah, je vous encourage à le faire parce que c'est une lecture très intéressante et a posteriori de ce qu'on a vécu, ça peut vous apporter des éléments de réflexion très intéressants. Si par contre vous êtes dans cette vague où le Covid, les virus, etc., il y en a marre, on n'a pas envie d'en entendre parler, je peux vous encourager à lire Tuer Camus, donc Sarah, c'est le monde d'aujourd'hui. Tuer Camus, donc comme vous l'a dit David, ça se passe sur une nuit en 1940. Mais cette nuit en 1940, c'est un voyage dans le temps aussi, puisque cette jeune fille qui va venir titiller Camus sur des vérités vraies qui se sont passées après 1940 et que Camus lui dit mais tu dis n'importe quoi, ça ne peut pas arriver. C'est quelque chose de plus léger pour moi, avec des éléments historiques. Et puis des petites touches d'humour. Peut-être, tu l'as peut-être pas vu comme ça, de l'humour, mais des petites touches de légèreté. Puisqu'il y a aussi un jeu de séduction. Camus, c'est un homme, mais bon, même s'il est... son cœur est pris, cette jeune femme pourrait peut-être faire chavirer son cœur. Je vous en dis pas plus. Et on sait que bon, il y a des allers-retours. Et dans cette nuit de 1940, je vous dis juste une petite chose qui peut-être va vous dire ah bah, je vais peut-être l'acheter ce livre parce que c'est rigolo. Mais alors qu'il est en train de lui faire chauffer de l'eau, il me semble, pour faire le thé, elle est là, elle regarde ce qui se passe autour d'elle et elle chantonne Bebop est venu sous la lune, sans toi ni foi ni fortune. Donc qui est un tube de Étienne Dao. Ouais. Bah, alors je sais que tu es fan d'Étienne Dao, maintenant je le sais. Oui, et en fait, ouais, parce qu'il y a comme elle vient du futur, ce qui effectivement est intéressant, c'est d'injecter de la référence anachronique, mais de jouer sur l'anachronisme comme ressort de la fiction. Oui. Et donc en fait, dans Tomber pour la France de Dao, en fait, quand vous écoutez la chanson, et que vous le faites sous le prisme, parce que ce qui est intéressant de regarder, c'est que de regarder cette matière à la lumière de ce que pourrait en faire un système d'IA. Et si tu me permets juste une seconde, je vous livre deux choses. Donc en fait, dans Tomber pour la France, il y a un moment où j'ai plus la parole. J'ai plus les paroles exactes en tête, j'aurais dû réviser avant. Ouais. C'est je fais un photomaton avec toi. Et donc du coup, ça je trouvais que pour moi, comme clé d'entrée pour l'IA, c'était super. Vous voyez, la matière de la photo,
un document photographique, parce qu'évidemment l'IA qui va voir Camus, elle a analysé toutes ses photos, elle a détricoté son image. Et donc du coup je suis allé gratter un peu, et donc c'est là où la fiction rejoint. Alors c'est pas forcément du travail d'historien, je suis pas historien, mais il faut gratter un peu. Et donc vous voyez Photomaton qui existe encore aujourd'hui, en fait en 1940 avait produit un mémoire commercial pour les autorités de Vichy, en mettant un mémoire extrêmement documenté, en expliquant qu'ils mettaient à leur disposition le système de photographie le plus fiable pour pouvoir photographier et identifier les juifs. Et donc en fait quand on juxtapose les époques à la lumière du regard de l'image, du document et de ce que pourrait en penser la machine, en fait on arrive au même constat que le sujet c'est moins le code, la machine, que la manière dont on l'utilise nous. En fait. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, même si on y aurait encore, en connaissant David, on pourrait encore passer des heures. Mais si vous voulez échanger avec lui, il est disponible jusqu'à 23h30 pour parler de l'IA, de ses livres ou de tout autre sujet qui vous porterait à cœur. Merci beaucoup de votre attention. Vous avez peut-être des questions ou des réactions? Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais. Est-ce que Camus, l'une des interprétations de la peste, c'est quand même que la peste, c'est les nazis? Oui. Donc dans ce cas-là, il aurait écrit un peu dans la même perspective que vous, c'est-à-dire à savoir quelque chose qu'il est en train de vivre, de traumatisant, qui est identifié à un virus. En fait, votre question est majeure parce qu'elle renvoie à Camus, à ce qu'il était comme personne, ce qu'il était comme auteur. Et en fait, au début du travail d'écriture, moi, je n'avais de Camus, j'étais pas, vous voyez, en plus, on a à vol d'oiseau juste à côté de Lourmarin, et moi, je n'avais de Camus qu'une vision parcellaire, à travers ses plus grandes œuvres que j'avais lues ado, ses plus grands textes. Mais quand l'idée de tuer Camus est venue, très volontairement dans mon travail d'écriture à moi, je me suis dit qu'il fallait faire une première version du personnage Camus tel qu'il apparaît dans le livre, non pas à partir d'un travail de spécialiste de Camus, mais à partir de la sensation que j'en avais de mes lectures. Et alors, par contre, ce que j'ai fait beaucoup en écrivant le texte, c'est l'écouter. Vous avez toute une série d'enregistrements audio où il lit ses textes, où il est dans des émissions de télé, vous voyez, pour capter un phrasé très particulier, une manière de faire des tournures de phrases, une manière d'approcher la version vivante d'Albert Camus. C'est ça que je voulais aller chercher plutôt que avoir une approche de mémorialiste de ces textes. Et puis une fois que la première version du personnage est arrivée, que j'avais la première patte en fait, et bien après derrière je l'ai ciselé, donc je suis allé vous avez toute une série de références, évidemment l'intégralité de ces textes, y compris ses correspondances. Si vous les avez pas lues, je vous renvoie aux correspondances avec Maria Cáceres, qui est la dame avec qui il a eu une relation adultère pendant des années, comédienne. Ouais, ce sont des textes magnifiques. Sans doute c'est le top du top de la lettre d'amour déchirante. Et donc du coup, ces textes, et puis après sa biographie. Et quand vous regardez sa biographie, vous avez aujourd'hui toute une série de sources qui permettent quasiment de reconstituer ce qu'Albert Camus faisait heure par heure. Alors, pour être parfaitement transparent, dans Tuer Camus, je me suis autorisé un petit tour par rapport au réel. Donc là, l'action se passe dans l'hôtel Madison, dans le 7e arrondissement de Paris, où il a effectivement séjourné. Simplement, il a quitté Paris plus tôt que ce que j'écris dans le livre. En fait, il a quitté. À l'époque, il était pigiste à Paris Soir, qui est devenu un des journaux de la collaboration.
mais il fallait bien gagner sa vie. Et donc en fait la rédaction de Paris Soir avait été transportée en zone libre à Lyon. Donc moi j'imagine ce qui s'est pas passé, il est rappelé à Paris, en fait on comprend dans le livre qu'il est rappelé par l'IA, pour être à Paris le 11 novembre 1940, pour faire un reportage, et ça m'intéressait qu'il soit là. Cette soirée du 11 novembre, vous savez, c'est le jour où il y a la première manifestation étudiante contre l'occupant, où on est venu avec des drapeaux français à la place de l'Arc de Triomphe, alors que la France venait de perdre la guerre. Et donc ce qui est intéressant pour vous répondre, dans le parcours littéraire de Camus, c'est que ses plus grands textes, La Peste, le Caligula, il les a écrits dans l'étranger 1938, il les a écrits dans cette période. Et il y a dans son œuvre une forme de discontinuité de production, où ces textes majeurs ils sont vraiment là pendant l'occupation, alors même qu'il est résistant par ailleurs, combat, et puis après il y a le succès arrive, le prix Nobel, et il y a dans sa production une forme d'ellipse. On le sent un peu happé, je le dis un peu brutalement, c'est peut-être un peu sévère, mais un peu par le star system littéraire, mais absolument mérité. Hein. Puis c'est l'époque où il y a d'autres polémiques, c'est la polémique Sartre-Camus, on est dans la guerre froide, il passe finalement dans une autre phase de sa vie où il est plus peut-être dans le débat d'idées ou le combat d'idées. L'homme révolté quand même, c'est exactement, bien sûr. Je dis tout ce qu'il a écrit est absolument magnifique. Mais là où son parcours littéraire a aussi quelque chose de tragique, c'est que quand il termine par le premier homme, et qui dans Tuer Camus, vous verrez, ce texte a une place très particulière, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'explorer ça quelque chose qu'une IA voit très très intrinsèquement. Vous voyez, le questionnement fondamental de Camus, c'est l'absurde. L'absurde de l'existence, l'absurde auquel on est confronté. Et l'approche de l'IA, c'est l'absurde de la causalité, ou l'hyper-rationalisation de la causalité. Un système d'IA raisonne par des 0 et des 1, et imagine un faisceau d'options causales dans ce qui arrive ou dans ce qui n'arrive pas. Et donc moi ça m'intéressait de confronter l'hyper-rationalisation causale de l'IA à l'absurde absolu existentialiste de Camus. Et pour moi l'acmé, le point majeur du... Ça renvoie, une autre nous renvoie à une intentionnalité. Absolument, vous avez parfaitement compris le point majeur, le nœud gordien. Et ce nœud gordien, pour moi, de l'hyper-rationalisation absurde de la causalité et de l'absurdité de l'existence humaine, c'est sa mort. Quand, en fait, en janvier 60, quand il est chez lui à Lourmarin, à côté d'ici, et en fait, son éditeur, qui est Gallimard, descend de Paris avec une nouvelle voiture, une Facel Vega. Et en fait, Camus détestait les longs trajets en bagnole, il préférait le train. Et donc là, son éditeur insiste pour le remonter à Paris avec sa voiture. Ce qu'il n'aurait sans doute jamais dû faire, vous voyez, l'absurdité causale. Et il finit autour d'un platane en Bourgogne. Vous voyez, et ça, dans Tuer Camus, c'est un événement sur lequel l'IA bute, sur lequel elle revient, qu'elle interroge en disant mais qu'est-ce qui se serait passé si qu'est-ce qui se serait passé si tu prends pas la voiture? Qu'est-ce que tu aurais... On a tout écrit, on a tout écrit. Il y a eu toutes les fake news, toutes les théories complotistes, on a même parlé d'un attentat russe, soviétique, on a parlé de tout ça. Ça passe pour du complotisme. Je voyais plutôt la vérité, je pense malheureusement beaucoup plus prosaïque, mais c'est là où pour mon petit sujet, encore une fois, vous avez compris, moi je suis qu'un vermisseau à côté de Camus, mais pour là où l'éclairage de l'analyse par l'IA est intéressant, c'est que, et touche le tragique, c'est que on comprend mieux le tragique de sa mort par l'hyper-rationalisation algorithmique. C'est ça que je voulais faire sentir.
On va s'arrêter là pour pouvoir laisser la place aux prochaines conférences. Merci de votre attention. Merci à vous. Et David est disponible. Merci David. Merci Sabine. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Au prochain épisode, suivez Pierre Gollon et Sabine Lauré au-delà des livres pour découvrir la lecture en mouvement.